réduction de travail du sol déjà depuis 5 ans le semis direct en céréales. Depuis 3 ans, on a également intégré le strip-till en conduite du maïs, pour la conduite du maïs. Et également en optant aussi pour la localisation des engrais sur la ligne de semis. Depuis 3 ans, la première année, c'est un peu compliqué de trouver un peu nos marques, de se faire aussi à cette nouvelle technique. Notamment, on voit les différences en année sèche, le fait de ne pas travailler les sols. Et là, on s'en est encore rendu compte cette année. On a gardé quand même une fraîcheur et une humidité qui était importante dans le sol. Et donc, on a eu des maïs qui ont très bien démarré et qui ont profité justement de toute cette humidité en profondeur. Et bon, je veux dire, en année compliquée, on voit quand même le résultat. Alors l'intérêt, c'est le gain de temps, c'est la consommation de carburant qui aujourd'hui pèse lourd dans la balance. Le fait de pouvoir se consacrer à d'autres choses à côté, c'est d'amener aussi de la réduction d'intrants, d'engrais. Et c'est encore très parlant encore avec les années qu'on traverse. Et vraiment travailler en localisé. Alors on n'est pas encore en agriculture de précision, mais avec les années finalement, on y va progressivement. Thomas s'est équipé depuis l'année dernière d'un logiciel de suivi de culture pour vraiment être au plus juste et au plus près des chiffres. Tout ça c'est beau, mais c'est du matériel qui reste quand même onéreux et qu'il faut quand même le faire tourner, trouver une certaine rentabilité derrière. Donc nous, la rentabilité, c'est le fait de passer le moins de temps possible à l'hectare et puis de pouvoir faire d'autres choses à côté, prendre du plaisir au travail et dans un confort. Mais bon, ça a un coût. C'est nous qui l'avons mûri progressivement et puis par l'impulsion de la jeunesse. Et après, on s'est fait accompagner pour l'achat du strip-till à l'époque par la Chambre d'agriculture qui est rentrée aussi dans un plan d'aide à l'investissement qui a permis aussi de passer le cap parce que ça reste des outils spécifiques et onéreux. C'est en allant à différents salons, notamment un salon en Allemagne où on a pu rencontrer des personnes qui pratiquaient ces techniques, des agriculteurs du sud-ouest de la France qui n'ont pas les mêmes sols que nous et qui ont des problématiques de sécheresse plus que nous, et voilà, qu'ils avaient une longueur d'avance sur nous par rapport à nos régions. Donc suite à la visite de Joseph Pousset, qui nous a expliqué qu'un sol se nourrit comme une vache avec de l'énergie, de la protéine et de la structure, on s'est rendu compte que dans notre système, ce qui manquait c'était l'énergie, c'était la matière fraîche. Et donc en semant des engrais verts et en les enfouissant à l'état vert et pas à l'état sec après l'hiver, on a amélioré ce problème de prévalence de laitrons sur nos terres. Donc chez nous, le labour a encore une grande place. Évidemment, il faut resituer le labour dans un contexte historique. L'idée, c'est de faire place nette pour la culture qu'on va mettre en place. Et pas pour pallier à toute une série de choses qu'on a fait sur sa terre et qui sont néfastes. Donc enfouir des produits phyto qui pourraient avoir un impact négatif pour la culture suivante, enfouir de la boue parce qu'on a récolté dans des conditions difficiles, décompacter le sol parce qu'on a récolté avec des machines trop lourdes. Et donc il faut utiliser le labour justement pour limiter la concurrence entre la culture et les adventices et donc réduire au maximum cette profondeur. Je ne suis pas sûr que supprimer le labour et le remplacer par toute une série de travaux superficiels soit d'une part un gain économique, d'autre part un gain en termes de structure.